Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, le témoignage de l'une des 71 étudiantes irakiennes sorties saine et sauve samedi matin après l'attaque djihadiste dans la ville de Kirkouk. Un miracle pour Monseigneur Mirkis, l'archevêque de Kirkouk. Le 11 novembre, 6000 personnes en situation de précarité se retrouveront à Rome pour le pèlerinage Fratello. Partout en France, il se prépare à cette rencontre inédite. Reportage à Paris avec l'Association pour l'amitié. Les associations familiales catholiques dénoncent un matraquage fiscal du gouvernement envers les familles. Explication dans ce journal avec Paul de Guigné, secrétaire général des AFC. Le démantèlement de la jungle à Calais a débuté hier. D'ici la fin de la semaine, plus de 6000 personnes vont être réorientées vers des centres d'accueil et d'orientation dans toute la France. L'après-démantèlement suscite déjà des inquiétudes. Comment faire pour qu'un tel bidonville ne voit pas à nouveau le jour? Quelles propositions pour les exilés? On en parle dans quelques instants avec Jérôme Vignon, président de l'Observatoire national de la pauvreté et ancien président des Semaines sociales de France. Et on commence avec ces photos prises samedi matin en Irak, dans le quartier chrétien d'Erbil, en Kawa. On y voit Monseigneur Moshe, l'évêque syriaque-catholique de Mossoul et Karakoche, accueillir 71 étudiantes dans ces bus blancs, rentrées saines et sauves après une attaque à Kirkouk. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des djihadistes sont rentrés armés dans la ville, munis de ceintures d'explosifs et de fusils. Mais face à une forte opposition, ils se sont réfugiés, notamment dans le couvent des sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne, mais aussi dans 4 maisons à l'intérieur des étudiants universitaires logés par l'archevêché. Elles sont restées des heures cachées, attendant l'intervention des forces spéciales. 7 d'entre elles sont restées 8 heures sous un lit à côté d'un djihadiste sans être repérées. Nous avons retrouvé l'une d'elles pour des raisons de sécurité. Nous ne pouvons voir son visage et vous donner son prénom. Je vous propose d'écouter son témoignage. We are hiding under the bed in the room beside the kitchen, and we are heard their sounds. They enter the kitchen and start eating our food. After that, they enter the room where we are, and they were speak each to other. We don't know what they speak. We just heard the sound of bombs and the sound of shots. We are very afraid and imagine and don't have anything to do, just to be silent and just to pray. Monseigneur Mirkis, l'archevêque de Kirkouk, est responsable de la formation de ses étudiantes et le premier mot qui lui est venu lorsque les jeunes filles ont été libérées est le mot miracle. Eh bien, moi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit parce que les détails décrits par les filles, imaginez des filles qui étaient dans des couvertures sous les lits et sur les lits, et les 4 terroristes qui étaient armés jusqu'aux dents avec des grenades, avec des ceintures explosives. Et l'un d'eux était blessé, encore les traces de son sang, j'ai photographié ça. Et ils ont mangé, ils ont bu, et ils n'ont rien senti. Et les filles ont eu vraiment un self-control extraordinaire. Même pas un éternuement, même pas un cri, même pas une panique. Et quand on leur a donné l'ordre de sortir sur la plante des pieds nus, vers le jardin où les officiers les attendaient, elles ont fait ça avec une telle facilité. Et jusqu'à maintenant, mon responsable des filles qui s'occupe d'elles, jusqu'à maintenant, quand il s'en souvient, il se met à pleurer de reconnaissance parce qu'il dit « ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a sauvé ». À Mossoul, en attendant l'arrivée des forces irakiennes, les populations civiles sont piégées dans la ville. Elles sont prises sous le feu des bombardements. Elles sont aussi utilisées comme boucliers humains par les djihadistes. Selon des sources sécuritaires irakiennes, plus de 284 civils, dont des enfants,
aurait été exécuté par des djihadistes entre le 20 et le 21 octobre. Dimanche, à l'issue de l'Angélus, le pape a appelé à prier pour cette population. Cette cruauté nous a fait pleurer et nous laisse sans parole. La parola di solidarietà. Aux paroles de solidarité s'adjoint l'assurance de mon souvenir dans la prière, afin que l'Irak durement touché soit fort et solide dans l'espoir d'avancer vers un futur de sécurité, de réconciliation et de paix. Di poter andare verso un futuro di sicurezza, di riconciliazione e di pace. Per questo Pour cela, je demande à tous de vous unir dans ma prière. La veille, samedi donc, le Saint-Père s'est adressé longuement aux 10 000 Polonais présents place Saint-Pierre pour le pèlerinage national à l'occasion du 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. C'était aussi la fête liturgique de Jean-Paul II. Le 22 octobre 1978, le cardinal Wojtyła a été intronisé comme successeur de Pierre et devint ainsi le 264e évêque de Rome. Le Saint-Père leur a rappelé qu'il y a 38 ans, la voix forte et claire de Jean-Paul II avait résonné sur cette place avec cette phrase « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, ouvrez grand les portes au Christ. La profonde spiritualité de ce pape était façonnée par l'héritage millénaire de l'histoire et de la culture polonaise, transmise par un esprit de foi de génération en génération. Cet héritage était pour Saint Jean-Paul II source d'espérance, de puissance et de courage. À Rome, toujours, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié ce matin une instruction sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas de crémation. Elle réaffirme la préférence de l'Église pour l'inhumation des corps. Elle est la forme la plus adaptée pour exprimer la foi et l'espérance dans la résurrection du corps, explique le texte, tout en reconnaissant que la crémation n'est pas interdite, mais avec des restrictions. La conservation des cendres dans une habitation domestique n'est pas possible, mais dans un lieu sacré comme un cimetière ou une église. Pour éviter tout malentendu de type panthéiste, naturaliste ou nihiliste, la dispersion des cendres dans l'air, sur terre, dans l'eau ou de toute autre manière n'est pas permise, insiste aussi la Congrégation pour la doctrine de la foi. La place Saint-Pierre et Rome accueilleront le 11 novembre prochain le pèlerinage Fratello. 6 000 personnes de la rue venues de toute l'Europe sont invitées par le pape pour une rencontre de 3 jours. Ce festival européen de la joie et de la miséricorde regroupe plusieurs associations qui accompagnent les personnes exclues. Parmi elles, l'association pour l'amitié située à Paris. C'est une colocation solidaire, des sans domicile fixe, cohabitent avec des jeunes professionnels. Au-delà d'un toit se tissent des relations fraternelles et des temps spirituels. À quelques jours du départ, le pèlerinage Fratello est dans tous les esprits, comme l'a constaté notre journaliste Marine Le Boulanger. Donc ça, c'est le train qui part à 19h11, mais nous, il faut qu'on y soit à 17h30. Les dernières instructions données, l'apéritif peut commencer. À 15 jours du départ pour Rome, les discussions du dîner partagé hebdomadaire ne tournent qu'autour du pèlerinage. Si tu veux servir la messe, Nono, et d'autres, on peut organiser ça. Servir la messe. Pour certains, organiser une telle aventure n'est pas si simple et demande du temps et de l'anticipation. C'est vrai que c'est compliqué, les horaires. C'est un truc, elle a pas... On va essayer de partir tous ensemble, donc de se donner rendez-vous. Et c'est vrai qu'on aime bien faire les choses ensemble. On se déplace souvent avec toute la coloc. Bon, il y en a parfois qui sont fatigués, etc. Mais on essaie vraiment de faire les choses ensemble. Et donc on va vraiment y aller comme un groupe, comme des potes, quoi. On voit au fil des années que chacun se transforme. Et, enfin, c'est ça qui est beau en fait. Et que ceux qui sont là depuis un petit bout de temps finissent par montrer aux autres comment ça fonctionne. Et ils sont les premiers à servir, les premiers à rendre service et puis à motiver tout le monde, etc. Tous sont pourtant enthousiastes à l'idée de partager ces moments de fraternité entre eux d'abord et avec les 6000 autres participants ensuite. Dany est à la coloc depuis 1 an et demi et devait déjà partir lors de la première édition de Fratello. Cela n'a pas pu se faire à la dernière minute, alors il est impatient. On va voir un pape, il va nous ressourcer, il va donner à chacun espoir de la vie pour qu'il puisse aller plus loin dans son espérance, quoi. Voilà,
d'y croire à fond, qu'il va s'en sortir, qu'il va retrouver du travail, qu'il aura peut-être un espoir de quelque part qui va l'aider à avoir une sortie, quoi. Son ami Bruno part pour la première fois à Rome. Un moment important pour lui qui a été baptisé il y a tout juste 2 ans. Moi, j'étais gamin, je ne pouvais pas. Je me suis fait baptiser plus grand que ça. Et la fois que avoir un truc en moi au baptême, ça veut porte le voyage, que le pape puisse aller avec nous dans la vie. La colloque a rendez-vous à Rome le 10 novembre prochain avec 20 autres pays européens pour un festival de joie et de miséricorde autour du pape François. Des nouvelles d'Haïti maintenant avec le témoignage du père Museau du foyer de charité des Cayes. Dans toute la partie sud du territoire, les dégâts sont considérables. Après le passage de l'ouragan Matthew il y a près d'1 mois, le foyer de charité des Cayes a été inondé, l'électricité ne fonctionne toujours pas, les portes et les fenêtres cassées, mais les murs ont tenu. 15 personnes qui ont perdu leur maison y sont accueillies. On écoute le père Museau, père du foyer de charité des Cayes. On est debout, c'est vrai, mais c'est pour lutter. C'est pour rebâtir. La situation actuellement est très difficile. La maison n'a pas été totalement détruite, mais nous avons perdu tout ce que nous avions dans la cour, la cuisine, le dépôt. Et la maison centrale a perdu beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes. Nous avons des problèmes d'eau, des problèmes d'énergie. Certainement pour l'homme de foi, il se pose beaucoup de questions. Mais dans ces genres de situations, il y a une autre question qu'on se pose également, c'est quelle est notre part de responsabilité dans de telles choses. Par exemple, en Haïti, nous avons beaucoup de problèmes d'érosion, nous avons un problème de reboisement. Donc, c'est de cette dialectique que nous sommes en train de réfléchir pour aider les gens à prendre conscience de leur responsabilité de bâtir le pays, de faire le pays, de prendre soin des arbres, de planter les arbres, de ne pas se laisser aller au désespoir. Dans le sud de la République démocratique du Congo, le père Joseph Ngouli, vicaire de la paroisse Saint-Martin à Katouba, a été tué dans la nuit de vendredi à samedi. Des inconnus lui ont tendu une embuscade alors qu'il rentrait chez lui. Les évêques du pays, dans un communiqué publié vendredi, ont dénoncé la détérioration des conditions de sécurité après les massacres à répétition. Les évêques constatent également, je cite, que les acteurs politiques ne réussissent pas encore à se mettre d'accord pour trouver des solutions à la crise sociopolitique qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes et qui risque de plonger le pays dans le chaos. Et puis en Terre Sainte, le patriarcat latin dénonce la profanation à la basilique de la Transfiguration. Hier, des cambrioleurs sont rentrés dans la basilique du Mont Tabor en Galilée. Ils ont jeté à terre les hosties consacrées. Les calices ont été volés, ainsi que le contenu du tronc destiné aux dons. Des icônes ont été vandalisées. Le patriarcat latin de Jérusalem condamne cette profanation de lieux saints et demande à la police de mener une enquête rigoureuse pour arrêter les auteurs. Une délégation commune des sages musulmans et d'Al-Azhar est en France jusqu'au 1er novembre. Elle participe à plusieurs conférences comme celle d'hier à l'Assemblée nationale. Demain, 5 personnes de cette délégation vont se rendre à l'église Saint-Étienne du Rouvray, là où le père Hamel a été assassiné le 26 juillet par 2 terroristes islamistes. La délégation, conduite par le professeur Nabil, membre du Conseil des sages musulmans et directeur des études francophones à l'université d'Al-Azhar, ira à la rencontre des différents acteurs du dialogue islamo-chrétien dans le diocèse de Rouen. Nous l'avons rencontré hier. C'est un retour au dialogue. L'Azhar et le Vatican sont en contact permanent, même pendant la période où le contact a été gelé. Mais c'est un retour très efficace. Je suis témoin. J'ai été au Vatican, j'ai même été reçu par le pape juste avant, 2 semaines avant la visite du grand imam au Vatican. Je pense ces 2 figures importantes de 2 religions, ils ont trouvé nécessaire d'oublier le passé, de tolérer le passé et d'avancer vers le futur pour protéger l'humanité du terrorisme actuel et du fanatisme et de toute tendance dont l'objectif est de détruire la pensée humaine. Les associations familiales catholiques tirent la sonnette d'alarme. Elles s'indignent contre l'acharnement du gouvernement à pénaliser la famille. Dernier exemple en date, le projet de loi de finances pour 2017.
Il prévoit la suppression d'un avantage pour les familles de 3 enfants et plus. Depuis 1981, elles pouvaient bénéficier de réductions sur les droits de succession et de donation, ce que le gouvernement envisage de supprimer. Pour le vice-président des AFC, encore une autre mesure qui pénalise la famille. Alors ça s'ajoute notamment à la réduction 2 fois de suite du quotient familial, qui permet donc de réduire l'impôt sur le revenu payé par les parents, les familles ayant plusieurs enfants. Et ça s'ajoute à la mise sous condition de ressources des allocations familiales qui ont mis en application donc l'année dernière et qui fait qu'à partir d'un certain niveau de revenu, le montant des allocations familiales versées par enfant est divisé par 2 ou même divisé par 4. Donc cette succession de mesures, ces attaques contre la famille, bon, sous prétexte d'égalité, mais en fait ça touche aussi des gens de revenus moyens, ça ne touche pas que des gens qui ont des revenus très, très, très importants, nous paraissent quand même une incompréhension totale du rôle joué par la famille dans la société. Nous avons établi un livret pour les élections 2017, parce que nous avons donc l'année prochaine des élections présidentielles et des élections législatives. Alors voilà ce livret que nous diffuserons largement avec 17 propositions des AFC pour préparer l'avenir des familles et des Français, avec comme thème de faire confiance aux familles, justement, de faciliter toutes les mesures qui permettront aux familles de remplir leur rôle si essentiel dans notre société. Et puis j'ajoute que François Fillon, candidat à la primaire des Républicains, adresse un signe à l'électorat catholique. Il a écrit une lettre au Conseil permanent de la Conférence des évêques de France pour défendre ses choix politiques. Il y répète son attachement aux valeurs héritées du christianisme. L'ancien Premier ministre met aussi en avant ses propositions pour la famille. Il confirme qu'il réécrira la loi Taubira sur le mariage entre personnes de même sexe. Il entend réserver l'adoption plénière aux couples hétérosexuels, limiter l'accès à la PMA aux couples hétérosexuels stériles et interdire la GPA. On poursuit notre édition avec la chronique du monde depuis le Canada. Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle des témoins de Jéhovah. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de À la Source. Au Québec, depuis quelques jours, on jase beaucoup d'une terrible tragédie, le décès d'une jeune femme, témoin de Jéhovah, qui a refusé une transfusion sanguine alors qu'elle donnait la vie à son enfant. Alors, suite à l'accouchement, elle est décédée après avoir refusé cette transfusion. Au Canada, la Cour suprême a statué il y a quelques années que oui, les témoins de Jéhovah sont en droit de refuser une telle transfusion. Ça a amené beaucoup de questionnements dans les médias, des commentateurs qui ont voulu mélanger le soi-disant irrationnel de toutes les religions avec cette décision des témoins. Au diocèse de Québec, nous sommes choyés parce que nous avons un prêtre diocésain spécialisé de la question. Il s'appelle René Roy. Il a lancé en 1996 un livre qui s'appelle « Témoins de Jéhovah, entrée facile, sortie difficile ». Et il a donné une entrevue vraiment très, très intéressante. C'est la première fois que je vous suggère une telle entrevue sur notre web télé ecdq.tv, où il fait part de son expérience approfondie avec les témoins et de son approche, où il suggère pour les chrétiens d'agir avec eux avec délicatesse, affection, mais le tout dans la fermeté pour pouvoir avancer avec eux. Donc, c'est une réalité qui ne touche pas juste le Québec, mais à travers le monde. Alors, allez faire un tour du côté de notre web télé diocésaine si le sujet vous intéresse. À très, très bientôt pour une autre capsule vous provenant de Québec. Merci Jasmin. Tout de suite, notre dossier. Il était 8h hier matin lorsque les premiers autocars ont commencé à évacuer les 6400 exilés de la jungle de Calais. Cette opération inédite devrait se terminer à la fin de la semaine. 280 lieux d'accueil et d'orientation répartis dans toute la France vont désormais accueillir les personnes. Reste à éviter qu'un nouveau camp voie le jour dans les semaines à venir. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a chargé le préfet Jean Haribault et Jérôme Vignon, déjà auteur d'un rapport sur Calais, de lui faire des propositions sous 10 jours. Jérôme Vignon a accepté d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, une semaine avant cette opération inédite de Calais, les associations étaient perplexes, comme le Secours catholique, redoutaient ce démantèlement. Comment se passe-t-il ? Jusqu'à maintenant, nous sommes seulement 2 jours après
hier 8 heures, je crois qu'il se passe plutôt bien et que, comme on pouvait aussi s'y attendre, un très grand nombre de candidats réfugiés qui sont à Calais, notamment les Soudanais, les Érythréens, les Afghans, qui attendaient cette relocalisation, se sont précipités pour rentrer dans ces autobus et regagner les lieux qui les accueillent, ce qu'on appelle les centres d'accueil et de rotation. D'après les échos que je peux avoir, cet accueil était bien vécu, et en particulier partout là où non seulement les travailleurs sociaux et les officiels étaient présents, mais aussi un peu la population. J'entendais tout à l'heure que 6000 personnes dans le cadre de cette opération extraordinaire Poverello avaient pu rencontrer le pape. Eh bien, nous vivons peut-être quelque chose qui, toute proportion gardée, peut ressembler. La meilleure chose qui pourrait arriver à ces migrants déplacés dans des autobus, dans ces 260 centres que vous avez évoqués, ce serait de rencontrer assez vite des Français qui leur parleraient de la France, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils connaissent uniquement à travers ce camp de Calais, ce qui n'est vraiment pas suffisant. C'est d'ailleurs ce que disaient les évêques de France dans leurs lettres publiées aux habitants de France sur les migrants. Ils écrivent « Une volonté d'intégration ne peut se réaliser sans accompagnement des ruptures culturelles. Il faut entreprendre la promotion culturelle, la promotion d'une culture enracinée pour donner le sens d'une vie collective nationale. » C'est un petit peu ça, selon vous aussi, qu'il faudrait maintenant. Ça peut être le pas d'après. Ils ont tout à fait raison. Je crois que la dimension absolument clé, au-delà des concepts généraux, de la crainte ou au contraire de l'empathie qu'on peut avoir de façon spontanée, la question de la rencontre, se trouver en face à face, prendre un repas, accueillir chez soi pour le temps d'un week-end une personne étrangère, surtout de cette corne de l'Afrique ou de l'Afghanistan qui ne sont pas familiers et réciproquement, c'est sans doute l'élément décisif, à la fois pour donner confiance à ces primo-arrivants dans l'accueil français, mais aussi peut-être pour changer notre regard et sortir des stéréotypes. Pour revenir au démantèlement, est-ce que ce démantèlement va pour autant arrêter le flux de migrants à Calais? Bernard Cazeneuve vous a chargé de lui faire des propositions sous 10 jours, justement pour assainir la situation sur place. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser? Alors, ce flux ne sera probablement pas tari. On a tari d'un seul coup. On a entendu parler de cette relocalisation près de la gare du Nord d'une partie des migrants qui avaient anticipé l'évacuation pour ne pas être retournés en profondeur en France et qui sans doute attendent une autre occasion pour revenir à Calais parce que leur projet c'est absolument de passer en Angleterre. Donc on ne peut pas exclure, c'est même vraisemblable qu'il y aura encore un flux de migrants dont le projet apparemment incontournable est de se rendre en Angleterre illégalement. Mais on peut quand même faire plusieurs choses pour réduire ce flux. D'abord, justement, assurer cet accueil dans les centres d'accueil et d'orientation qui soient de la meilleure qualité possible. Peut-être à Paris particulièrement, et on va mettre bientôt en place boulevard Ney, un centre de premier accueil qui sera particulièrement accueillant, je dirais, puisqu'on pourra non seulement y évoquer des considérations d'ordre familial, de regroupement familial, mais aussi on pourra avoir un accueil social, comprendre un petit peu mieux d'où l'on vient, ce que l'on sait faire, ce que l'on pourrait apporter. Et donc on peut espérer que ces dispositifs qui sont en cours de mise en place et qui se situent en amont de Calais auront plus de chances que ce n'a été le cas jusqu'à maintenant de retenir une part importante de ces migrants. Tenez, par exemple, on ne le sait pas, mais depuis le milieu de l'année 2015, Emmaüs Solidarité effectue à Paris non seulement des maraudes, mais également des opérations de relogement. 19 000 personnes qui étaient parmi celles qui devaient normalement se rendre à Calais entre la mi-2015 et septembre 2016 ont été relogées à Paris, dans la région parisienne. Et au niveau européen, justement, en amont, pour accueillir au mieux ces exilés, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, qui vont se mettre en place? Oui, je pense que d'abord, il faut formellement que les politiques de solidarité européenne, celles qui passent par la relocalisation partagée des primo-arrivants en Grèce, en Italie, puissent bien fonctionner. La France, à cet égard, a pris un engagement d'accueillir 30 000 personnes sur 2 ans pour instruire nos demandes d'asile. Il faut aussi, et ça c'est quelque chose auquel le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, est très très sensible, que l'information tout au long des parcours,
pour la France depuis l'Italie, depuis Milan, Vintimille, ensuite peut-être à Lyon, à Paris, soit beaucoup plus approfondie qu'elle ne l'est sur les droits que peuvent avoir ces migrants à l'asile en France, sur ce qui peut les attendre s'ils répondent oui à cette proposition, et également sur les risques qu'ils courent en continuant de vouloir franchir l'Angleterre au péril, voire de leur vie. Merci beaucoup Jérôme Vignon. Malheureusement, le temps nous est compté. On a bien compris la complexité du sujet. Merci de nous avoir éclairés. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.kto-tv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.